Bonjour, docteur Pascal Oudiane. Oui, bonjour, Koumba Moro. Ça va, vous allez bien? Oui, bien, merci. Docteur Pascal Oudiane, vous êtes sociologue et spécialiste des organisations et de l'économie. Déjà, on attend ce 27 décembre 2024 la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Quelles sont vos attentes par rapport à cette déclaration tant attendue par les Sénégalais? Je vous remercie, Moro. C'est vrai que la DPG a été une attente depuis fort longtemps. Une attente qui a vraiment créé même parfois de la frustration. Et puisqu'on attendait que cette déclaration soit faite. Alors là, on ne peut que remercier le ciel qu'il y ait eu cette décision-là d'aller à l'Assemblée pour pouvoir faire cette déclaration-là. Alors, rapidement, les premières attentes par rapport au contenu de cette déclaration, c'est par rapport à l'emploi des jeunes. Puisque déjà, les jeunes constituent en fait une grande force sociale. Et aujourd'hui, par rapport à toutes les projections que l'on peut faire pour 2050, les jeunes sont au cœur même de ces activités qu'on doit pouvoir mettre en place, que ce soit au niveau du Sénégal, même disons sur toute l'Afrique. Donc, qu'est-ce que le gouvernement propose pour la création des emplois au niveau public et au niveau aussi privé? Voilà, donc en fonction également de toute cette jeunesse, de toute cette vague de jeunes sans diplôme qui attend, de trouver en fait du répondant par rapport aux politiques publiques. Donc l'attente des jeunes, l'emploi, il est incontournable. Il y a également la problématique du foncier, c'est vrai. Donc depuis lors, on en parle. Donc toujours, ça crée des problèmes, puisqu'on a besoin en fait, de régler ce problème-là par rapport à la loi sur le domaine national, pour qu'on puisse déjà aller sur, un avenir meilleur. Parce que parfois, s'il y a des entrepreneurs qui viennent, qui s'installent, qui prennent des terres pour développer en fait des entreprises, que ce soit au niveau des IDE ou autres, il y a également en fait une responsabilité sociale qui doit être prise en compte. Et malheureusement, c'est pas le cas. Donc, il faudrait qu'on fasse un arbitrage vraiment sérieux sur cette loi du domaine national, une loi qui date de 1964. Également, il y a aussi d'autres problématiques par rapport à la pêche. Par exemple, les accords qui ont été, comment on appelle ça, repoussés. Donc, il va falloir que le Sénégal fasse de meilleures propositions. Et moi, je dis souvent, et je l'ai toujours dit, qu'on doit arrêter d'aller sur les rapports de coopération bilatérale sur la base du gagnant-gagnant. Ce n'est pas possible. Un petit pays, un petit poussé ne peut pas être au même niveau qu'un géant. Le Sénégal a des ressources, a un besoin en consommation, en investissement. Donc c'est différent du besoin de la France ou bien du besoin de l'Europe. C'est pas possible. Donc on ne peut pas prendre la France et le Sénégal et les comparer. C'est pas possible. Donc c'est comme si vous prenez un enfant de 8 ans et un adulte de 30 ans, vous les mettez dans une même assiette. Donc forcément l'adulte de 30 ans va consommer plus et l'enfant va consommer par rapport à ses besoins. Donc le gagnant-gagnant ne passe pas. C'est depuis Abdoulaye Wade qu'on avait mis ça en place, mais il faut changer ce paradigme-là et faire d'une coopération bilatérale à visage humain. C'est-à-dire que le Sénégal ne peut donner que ce qu'il a. Le Sénégal ne peut pas donner en plus de ses ressources, c'est pas possible. Donc il faudrait que les accords vraiment soient tissés en fait sur ce paradigme-là. Que ce soit au niveau de la pêche, au niveau des mines, à tout point de vue. Également aussi, c'est vrai que dernièrement on a parlé de l'importation de friperies et tout ça. Oui, d'accord. Mais aussi il faudrait faire attention sur la gestion en fait des projets. Quand on doit mettre en place un projet, il faut d'abord vanter les mérites de l'industrie locale. D'abord. C'est-à-dire que si on veut interdire la friperie, le textile, est-ce qu'on peut avoir des produits made in Sénégal, des pantalons, des t-shirts, des chemises à coût de 150 francs et 100 francs? Déjà, il faudrait que ça soit clair dans la tête des Sénégalais avant même de vouloir arrêter l'importation de la friperie. En fait, moi, je suis d'accord pour qu'on puisse arrêter la friperie pour développer l'industrie locale. Mais qu'est-ce qu'on offre? Donc, dans la politique, dans la DPG, du PM, il faudrait qu'il nous donne des informations précises sur l'industrialisation locale, sur quoi ça va se passer, quels sont les secteurs qu'on va industrialiser.
notamment les zones franches. Donc l'industrie va être en fait au cœur même, je pense, de mes attentes. Donc on a besoin d'avoir ça. Donc si l'industrie ne marche bien, on peut envisager des emplois futurs pour les jeunes. C'est une partie. Mais également aussi sur l'innovation. Ils l'ont annoncé. Donc l'innovation. Qu'est-ce que le Sénégal va poser comme plancher, comme activité, comme projet d'innovation par rapport à la recherche, par rapport aussi aux ressources humaines qui tournent autour de la recherche, les universités, par rapport aux instituts, par rapport à la coopération interuniversitaire. Donc il y a énormément de choses. Ensuite également pour l'entrepreneuriat des jeunes. Donc ça également, je pense qu'il faudra qu'ils s'arrêtent là-dessus. L'encadrement, les opportunités que l'on peut avoir. Et c'est pas forcément l'agriculture, il y a aussi les emplois modernes. Donc tout ça, je crois que en fait le PM doit pouvoir communiquer là-dessus. Donc beaucoup d'attentes, puisque le Sénégal est un pays en retard. D'accord. Beaucoup d'attentes. Voilà. Une autre question d'actualité, docteur Oudiane, c'est par rapport à l'affaire Barthélémy Diaz. Pour vous, c'est un règlement de compte politique ou bien c'est une affaire de justice? Bon, je pense qu'il ne faut pas y aller par 4 chemins. Donc je crois que c'est une affaire politique. Donc, on veut liquider le monsieur Diaz. À mon avis, je crois que c'est ça, puisque s'il y avait autre chose, on ne devait pas s'inquiéter, en fait, de le laisser continuer son mandat. Puisque les élections municipales, c'est pour bientôt, c'est pour 2027. Donc, si le pouvoir en place, en fait, est vraiment serein, donc il n'y a pas péril en la demeure. Donc, le monsieur peut continuer son mandat, et après, si on veut l'éjecter, qu'on puisse le faire, disons, à travers les urnes. Donc je pense que c'est ça la démarche la plus normale. Puisque l'incident est arrivé en 2011, donc dans le régime de Abdoulaye Wade, et que le monsieur a été condamné en 2017, je crois, par la Cour d'appel. Donc c'est cette condamnation-là qu'il va falloir considérer et compter à partir de 2017. Donc la Cour suprême qui intervient en 2023, ce n'est que pour valider. Donc, la condamnation a déjà été prononcée en 2017. Donc, je pense que là, après tout ce que les experts disent, en fait, nous embrouillent. Donc, moi, je crois qu'il faut une logique dans tout ça. Donc, le monsieur, on doit pouvoir le laisser. Alors, parfois, on se pose la question, et beaucoup de personnes ont fait la même chose que moi. Pourquoi on l'a pas, disons, défendu, interdit de s'inscrire sur les listes au début? Donc, ça aurait permis, en fait, de ne pas en arriver là. Mais quelqu'un qui s'inscrit, on valide les résultats, disons, électoraux, et c'est la Cour suprême déjà qui valide tout ça. Donc, vous donnez à ce monsieur-là une légitimité légale, en plus une légitimité populaire, parce qu'il a été élu au suffrage universel. Et maintenant, on veut, disons, le liquider par le biais, en fait, d'un préfet ou sous-préfet. Alors là, je crois que ce n'est que politique. À moins que ça se passe comme du temps de Macky Sall, où c'est Macky Sall lui-même qui a pris un décret pour révoquer, en fait, le maire Khalifa Sall. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si l'exécutif veut vraiment y aller directement, le président de la République peut prendre un décret et révoquer le maire. Je crois que c'est mieux. Moi, je crois que c'est politique, parce qu'on n'a pas une autre raison. Donc, si le monsieur était un trafiquant, il a volé de l'argent et tout ça, mais il n'en est rien. Donc, on le poursuit pour un crime qu'il a eu à commettre en 2011. Oui. Il a fauté, d'accord, mais nous sommes en société. Il faut évoluer maintenant. Je crois que vraiment, c'est une cabale politique c'est un acharnement politique aussi, si je peux dire ainsi, contre le monsieur Diaz. D'accord. Et dernière question, docteur, c'est par rapport au nombre de voyages du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Comment analysez-vous ça? Qu'est-ce que le pays gagne, surtout en termes économiques, les nombreux voyages du président? Bon, là, je crois qu'il faut être rationnel. C'est-à-dire que quand on dépense, il faut qu'il y ait des recettes, il faut qu'il y ait des rentrées. Alors, quand un président de la République, part en voyage, donc vraiment, c'est des millions. C'est l'avion, c'est le personnel, c'est des perdiums, voilà, c'est beaucoup de dépenses. Alors là, donc, qu'est-ce que le Sénégal peut gagner là-dedans? Donc, si on ne nous amène pas des investisseurs, on ne nous ramène pas des fonds, du capital pour l'investissement, alors ces déplacements-là sont inutiles. Donc, c'est vrai que la dernière fois, c'était en Mauritanie.
avec l'Union européenne. Ils ont discuté en fait de l'emploi. Bon, d'accord, mais après les retombées. En fait, nous attendons les retombées, de quelque chose de concret. Hein, bon, d'autres présidents ne voyageaient pas comme ça. Bon, c'est vrai que j'ai pas eu de statistiques parce qu'on peut vraiment évaluer le nombre de voyages qu'il a eu à faire, le président de la République, et en fait les coûts que ça a impliqué. On peut l'évaluer. Et là, après, apprécier en fait les rentrées de devises en fait dans le pays par rapport à leur mandature qui a débuté depuis lors et voilà, qui est presque pratiquement au 9e mois, je crois. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui nous interpelle tous. Il nous faut vraiment faire redémarrer cette économie-là. Et pour ce faire, il faut en fait des capitaux d'investissement. Et après, il faut alléger et ne pas gouverner par la peur. Parce que l'économie n'aime pas la peur. Les entrepreneurs, les marchés n'aiment pas être effrayés. Donc, il faut les encadrer, les rassurer, en fait, et leur donner des perspectives meilleures. Sinon, en fait, tout le monde, se réserve de mettre son investissement, son capital, son argent dans l'économie du pays. Merci beaucoup, Dr Pascal Oudiane, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, Mauro. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes sociologue et spécialiste des organisations et de l'économie.